Et bonjour à tous. Bonjour, Salut Alexis. salut, ça va? Oui, super. Alors, je vais faire un petit coucou sur le chat pour les premiers qui sont arrivés. Donc, on va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde arrive tranquillement. Pour ceux qui sont déjà arrivés, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat. Et surtout pour nous dire si c'est OK, si vous nous entendez bien, si la vidéo passe bien, tout ça. On a besoin de vous et de vos retours. Voilà, ça arrive petit à petit. Chouette. Salut Alexandra. Hello Garib. Bonjour. Est-ce que vous êtes tous parisiens? Parce que lors des précédents webinaires, Alexis, on avait des gens qui étaient à l'étranger. Donc on est sur des webinaires internationaux. Oui, monsieur. Moi, j'ai profité de ces premières minutes du coup pour vous présenter rapidement Comet et puis je vais laisser ensuite Alexis dérouler tranquillement sa presse parce qu'il y a plein de choses à vous dire. Donc, je suis ravie déjà que vous soyez tous là. Merci encore Alexis de nous présenter ton retour d'expérience et de nous faire participer à ce workshop. Moi, c'est Chloé, je m'occupe de l'ensemble de la communauté Comet. Et pour le petit brief Comet, nous, en fait, on a un écosystème qui regroupe les meilleurs freelances tech data en France et en Europe. Et notre objectif, ce qui fait qu'on se lève tous les matins dans la team, c'est de vous apporter les meilleures conditions de travail, que ce soit en vous apportant des super missions chez des clients de grande renommée, mais aussi en start-up, mais aussi en passant par tout un tas de partenariats, d'avantages négociés pour vous faciliter votre vie de freelance, parce qu'être freelance, c'est travailler en mission, oui, mais il y a tout un tas de choses à côté. Donc notre job, c'est ça aussi. Et voilà, c'est de vous accompagner aussi dans la montée en compétences, le partage de savoir, notamment à travers ce type de webinaire. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Alors, lors du workshop, si vous avez des questions, vous avez un petit onglet questions à côté du chat, donc n'hésitez pas à les poser ici. Ça permettra à Alexis, lors des 15 dernières minutes, de pouvoir les prendre une par une et donc vous répondre au fur et à mesure. Si une question vous intéresse et qui a déjà été posée dans l'onglet questions, vous pouvez upvoter pour la faire passer en priorité. Et qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? On a un petit onglet sondage. On aime bien vous partager un sondage avant la fin, dans les 5 dernières minutes. L'idée, c'est de prendre un peu votre feedback sur ce que vous avez pensé de ce workshop. C'est assez précieux pour nous. Donc, n'hésitez pas à répondre. Mais je reviendrai vous parler à ce moment-là. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Alexis, du coup, je te laisse dérouler. T'es prêt? T'es paré avec ton masque? Ouais. Ok, mais bonne présentation et Et à tout à suivant, l'heure. obligatoire, voilà. Alors, je vous partage mon écran et on va pouvoir y aller. Chloé, tu me confirmes qu'on voit bien? C'est nickel. Super. Alors, j'y vais. Écoutez, déjà, merci à tous d'être là. Merci à Comet aussi de nous donner l'opportunité de pouvoir partager sur ce type de sujet et de pouvoir animer des webinaires. Donc le sujet du jour, c'est de vous présenter les avantages en fait d'un outil comme Asana sur la gestion de projet en général, et je vais illustrer ça avec un cas client qui est tout simplement le projet de déploiement IT en point-vente que je pilote en ce moment pour le groupement Mousquetaire, donc la Steam. Donc je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Donc allons-y. Le programme aujourd'hui, je vais prendre une trentaine de minutes, peut-être 30-35 minutes pour
vous présenter la solution et vous expliquer tout ça. Et comme ça, on peut se garder 15-20 minutes à la fin de la session pour des questions-réponses. Donc voilà, je vais dérouler ma présentation et puis comme ça, après, j'aurai la disponibilité pour essayer de répondre à un maximum de questions s'il y en a. Globalement, je vais commencer par déjà me présenter, parce que c'est important de vous expliquer qui je suis. Je descendrai ensuite sur la présentation du contexte et du besoin exprimé par le client et la situation globale dans laquelle je suis arrivé, pourquoi j'ai été missionné sur ce projet-là, quel était le cas client, les problématiques actuelles et comment et pourquoi j'ai mis en place Asana sur ce cas-là. Et on basculera dans un mode complètement immersif dans lequel je vais tout simplement vous présenter la solution et en live, vous présenter la plateforme et comment les choses sont gérées dans l'outil. Je ferai un petit focus retour d'expérience et résultats et ce qui se passe aujourd'hui et vers quoi on va pour la suite. Et après, comme je vous disais, une section questions-réponses. Globalement, donc voilà, pour commencer, pour me présenter, donc Alexis Berriot, je suis directeur de projet, PMO et manager indépendant. Donc je suis ingénieur de formation, j'ai une bonne dizaine d'expériences sur des projets IT, télécom, digital et autres sujets, industrie, etc. Je suis aussi manager certifié, c'est-à-dire qu'au-delà de ma formation d'ingénieur, j'ai passé des certifications de management parce que je crois beaucoup dans le management humain et on verra beaucoup de volets humains dans la présentation. On va parler évidemment de fonctionnel, de data, mais on va parler aussi beaucoup d'humain, de management et d'équipe. J'ai mené plusieurs missions en indépendant aussi de projets et de déploiement et de PMO. Et je suis aujourd'hui expert d'outils en gestion de projet et travail collaboratif, particulièrement Asana aujourd'hui, mais je maîtrise aussi d'autres outils comme Project, Smartsheet, etc. Alors, en introduction, juste déjà, parce que je ne suis pas sûr forcément que tout le monde connaisse Asana. Asana, c'est un outil du marché. C'est un outil américain qui vient concurrencer justement pas mal d'autres outils de gestion de projet et de management collaboratif et digital. C'est un outil qui est coté en bourse aujourd'hui et qui est en pleine explosion, qui est de plus en plus utilisé. Et qui vient sur un besoin de gestion de projet, management collaboratif. Et je voulais commencer par faire un tout petit rappel de contexte pour pouvoir un peu zoomer dans le sujet au fur et à mesure. Je reprends la définition Hafner de la gestion de projet, qui, je vous la lis, est que la gestion de projet couvre l'ensemble des outils, techniques et méthodes qui permettent au chef de projet et à l'équipe, plus ou moins nombreuse, qui lui est directement associée, de conduire, coordonner et harmoniser les diverses tâches exécutées dans le cadre du projet afin qu'il satisfasse ce besoin explicite et implicite pour lequel il a été entrepris. Alors la phrase est un peu longue, mais en fait j'ai mis en gras tous les mots importants et les notions que en fait on va beaucoup reprendre dans le cadre de cette présentation et qui en fait montrent que la gestion de projet c'est un cadre assez large, mais qui finalement focus sur des essentiels qui sont en fait dans le contexte les hommes, les échéances, donc les dates, les tâches, les actions, les missions qui sont associées, les livrables, les data et les reporting. Et c'est tout ce cadre-là que Asana essaie de proposer en disponibilité pour que les chefs de projet puissent condenser tous ces besoins et, comme on va le voir après, pouvoir l'organiser. Donc l'objectif étant de conduire, coordonner et harmoniser l'organisation, les hommes et les données au service du projet d'entreprise. Alors, pour plonger un petit peu plus dans le détail, quel est le cas client aujourd'hui sur lequel je travaille et le besoin. Comme je disais, je suis en mission à la STEAM, donc le groupement Mousquetaires, qui m'a contacté pour prendre le pilotage d'un grand projet de déploiement en point de vente, donc pour la DSI du groupement Mousquetaires. Qu'est-ce que ce déploiement ? En fait, il s'agit du remplacement des matériels de caisse et de tous les périphériques et accessoires associés dans les 3000 points de vente, un peu plus de 3000 d'ailleurs aujourd'hui, points de vente du groupe, donc multi-enseignes, Intermarché, Bricomarché, Netto, etc. Et ce qui représente, pour donner un peu une idée de la taille du projet, un peu plus de 20 000 matériels au total à remplacer. C'est un projet qui s'étale sur 7 ans et, pour donner un peu une dimension, qui est costé à 74 millions d'euros. Et qui a une particularité, c'est que, contrairement à certaines enseignes,
on a en face de nous des adhérents. Donc, c'est en fait, finalement, on travaille pour 3000 clients différents. Ce ne sont pas des intégrés vers qui on peut faire ce qu'on veut. Donc, voilà, c'est une particularité un peu spéciale de ce type de projet. Et donc, la finalité en fait, de ma mission, c'est de gérer le suivi du déploiement, le management des équipes, la coordination, le pilotage des partenaires, parce qu'évidemment, on travaille avec des partenaires extérieurs, et la gestion donc, des points de vente et la gestion aussi de projets pilotes, parce que c'est un projet qui sert un peu de flagship et de projet pilote pour pas mal de choses pour la Steam. Au niveau des problématiques rencontrées, je me suis rendu compte en arrivant, évidemment, quand on arrive sur une mission, on ne vient pas tout de suite pour donner des solutions, on commence par essayer de voir ce qui pose problème aux clients et quelles solutions on peut mettre en place. Ce qui a rapidement été remonté, que ce soit par les équipes ou le management, etc., c'est qu'il y avait une communication peu fluide entre les équipes. À chaque fois, je mettrai sur mes slides, vous voyez à gauche, ce qui tient plutôt de l'humain et ce qui tient plutôt des data ou ce qui tient de la technique, etc. Toujours représenté par les petits logos humains ou plutôt données. Donc au niveau de l'humain, c'était plutôt une gestion communication peu fluide entre les équipes, problème de backup quand il y a des absents, les congés, etc. Une incapacité à gérer des plannings individuels et d'équipes. Ça, c'est dans le cahier des charges, ça m'a été remonté très rapidement. C'est j'arrive le lundi matin, je sais pas ce que j'ai à faire. On gère plein de points de vente, soi-disant en mode projet, et en fait, il y a tout qui me saute au visage. On gère des problèmes, pas des risques, etc. Enfin bon, toutes ces problématiques-là. En face de ça, au niveau plus technique ou plus fonctionnel, j'ai remarqué assez rapidement, je vous montrerai après, un fichier de suivi un peu fourre-tout, sans jugement de valeur, bien sûr, mais qui n'était pas collaboratif et totalement source d'erreurs. Une grosse difficulté à produire des KPI, des reporting qui prenaient énormément de temps à produire et qui étaient statiques. J'entends par statique le fait qu'il faut systématiquement aller remettre à jour les données pour pouvoir produire des KPI et des reporting. Et une gestion de risque quasi inexistante, comme je disais, plutôt une gestion de problèmes. Et donc une gestion réactive et pas anticipative. Voilà juste un screenshot d'un export du fichier dont je parlais, le type de fichier de suivi par les équipes. Donc on retrouve par exemple des numéros de points de vente, des infos de contact que j'ai masquées ici pour des questions de RGPD, des infos plutôt administratives, de pays, d'enseignes, de statuts. On a des dates, on a des statuts OK, KO, des couleurs, des dates, on a des quantitatifs, on a des typologies, on a des infos techniques et on a des commentaires. Donc clairement, c'est typiquement le suivi un peu fait en best effort, où voilà, quand on travaille tout seul, c'est gérable, mais dès qu'on commence à travailler à plusieurs, ça devient très problématique. Donc, comme je le disais, les inconvénients de ce type de suivi et de ce type d'organisation, c'est un coworking qui est très lourd et buggé, une impossibilité de délégation, parce que chacun connaît ses sujets, c'est pas du tout user-friendly, et au niveau plutôt données, comme je le montrais, c'est qu'il y a un mélange très difficilement interprétable de typologie de données. On a des responsabilités, des affectations, donc des noms, des adresses mail, des personnes en charge des actions. On a des données chiffrées. Par exemple, là, je montrais le nombre de caisses qui sont à remplacer sur les points de vente. On a des données administratives, des numéros de magasins, des enseignes. On a des données temporelles, des dates, des échéances qui peuvent servir de date de livrable. On a des statuts, OK, en cours, terminé, en cours de planification, etc. Et on a des commentaires, des discussions, des chats, des historiques. Et tout ça est présenté de la même manière, sans possibilité d'interprétation. Et on n'a en plus pas de workflow de travail. Donc, un workflow, pour petit rappel, c'est une liste de tâches prédéfinies et ordonnées. Et sur ce type de projet de déploiement, c'est important d'avoir un workflow de travail précis qu'on peut modifier au fur et à mesure, mais une base de travail claire. Donc, en mettant en place Asana, quel était l'objectif en fait en face de ça et de ces inconvénients? L'objectif, c'était de pouvoir avoir un management de l'équipe et une communication qui soit intégrée, d'avoir une vraie gestion de la délégation et de l'autoresponsabilisation sur les tâches, pas avoir besoin de systématiquement affecter les actions, que chacun soit responsable de ses propres auto-affectations. Au niveau plus donné, c'est de pouvoir avoir un vrai monitoring du projet, d'avoir une gestion des échéances, de la planification, de pouvoir suivre un planning, et tout ça, je vais vous le montrer.
d'avoir des datas qui sont organisées de manière logique. Donc, en effet miroir, quand je disais des datas pas organisées, c'est de pouvoir différencier qu'est-ce qu'une affectation, une échéance, où est-ce qu'on gère les priorités, où est-ce qu'on gère des sous-tâches et des workflows rapportés à un point de vente, d'avoir des statuts qui soient clairs, etc. Et un reporting qui soit dynamique, automatisé, où on n'a pas besoin de passer du temps à reproduire systématiquement les tâches de reporting. En face de ça, je voulais quand même rappeler des petits prérequis qu'il va y avoir pour pouvoir mettre en place une solution comme Asana. Parce qu'évidemment, rien n'est magique, ce n'est pas un coup de baguette qu'on peut tout de suite transformer et digitaliser une organisation. Je pense que beaucoup d'entre vous le rencontrent au quotidien. Ça nécessite d'avoir en face de soi un client et plus largement une organisation qui soit vraiment dans une logique de conduite du changement, qui soit prêt à former les équipes s'il y a certains qui sont réfractaires au changement ou alors qui ne sont pas suffisamment formés pour pouvoir se digitaliser. C'est d'avoir un vrai accompagnement et une prise de relais au niveau managérial pour la prise en charge et d'être dans une logique de digitalisation de l'organisation. Et c'est aussi de prévoir qu'il faut intégrer les choses, c'est-à-dire qu'il faut un accompagnement à la transition vers l'outil. Je montrerai aussi un endroit où, évidemment, beaucoup de projets sont déjà en cours, donc il ne s'agit pas toujours de commencer à zéro. Donc, c'est comment j'importe mes données existantes de mon projet, comment je fais la transition de manière efficace sans y passer 1000 ans. Pour pouvoir mener cette structuration et la mise en place de l'outil. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer directement dans l'outil. Je vais vous montrer comment se déroulent les choses. Et je vais basculer hop, là. Hop, je suis arrivé dans mon navigateur. Je vais mettre en plein écran comme ça. On va utiliser le maximum d'espace. Donc, j'ai basculé directement dans mon navigateur sur Asana. Donc, pour vous expliquer comment marche la plateforme, déjà, on retrouve sur la gauche un bandeau d'administration dans lequel on a un espace un peu perso, dans lequel on va retrouver ses tâches, la boîte de réception, etc. On a un volet de favoris et toute une gestion ici des équipes. Je vous montrerai un peu comme dans Teams, les choses sont présentées déjà, enfin tout est basé sur des équipes. Je fais le relais un peu avec, je disais, l'importance des hommes dans l'organisation. C'est basé sur des équipes et les projets sont logués dans des équipes. Et donc, chaque personne de l'équipe peut voir les projets qui sont associés. Et donc là, je vais commencer tout de suite par plonger dans le projet qui, je ne l'ai pas mentionné, s'appelle MOCA, juste pour expliquer, c'est le projet de modernisation des caisses. Donc, je vais commencer par à lister les différentes vues qu'on peut avoir dans l'outil et les avantages de chacune et comment on gère les choses. Déjà, pour commencer, on peut commencer par la vue d'aperçu. L'aperçu, c'est un aperçu macro du projet. On peut définir des rôles. Par exemple, dans ce projet, ici, on me voit en tant que propriétaire et chef de projet, les différentes coordinateurs et coordinatrices, les managers de l'équipe commerciale, les responsables ici, la direction qui vient consulter les KPI. Enfin, voilà, on va retrouver les personnes de l'équipe qui sont affectées sur ce projet. On peut formaliser des reporting macro, par exemple, pour toutes les organisations qui ont des cellules PMO, qui ont beaucoup de projets, qui veulent centraliser. Ça permet de faire des reporting un peu macro sans forcément aller plonger dans un détail énorme de données. On a un module de ressources. Là, par exemple, j'ai formalisé un brief de projet pour dès qu'il y a quelqu'un qui arrive sur le projet ou d'avoir des ressources un peu de base. J'ai expliqué le contexte du projet, l'offre commerciale qui est associé, les caisses et les matériels qu'on installe en point de vente avec tous les matériels associés, le déroulement type d'une installation, l'architecture d'un point de vente, quelques données techniques, etc. Ça permet de pouvoir formaliser des briefs et des données qui sont associées au projet. On peut créer aussi des jalons spécifiques. Donc voilà pour le mode aperçu. Allez, on va plonger dans le vif du sujet. Comment est-ce que j'ai organisé les choses dans Asana pour ce projet de déploiement? Alors, encore une fois, c'est un cas client spécifique. J'ai organisé les choses d'une certaine manière. Je vais essayer au fur et à mesure de faire des parallèles avec d'autres modes de projet, parce qu'évidemment, un projet de déploiement, c'est pas du tout pareil qu'une construction d'un pont sur lequel chaque tâche va être hyper spécifique, alors qu'ici, on est plus dans des tâches réplicables. Donc, évidemment, chacun a ses typologies de projet. Je vais essayer de faire des parallèles au fur et à mesure, mais ici, on est sur un projet de déploiement. Donc, techniquement, on va faire 3000 petits projets dans le projet. Et chacun de ces petits projets dans le projet, c'est une tâche et chacune des boxes qu'on voit ici est une tâche. Et on a décidé que la tâche serait nommée par le numéro du point de vente qu'on a en interne.
Et donc, chaque tâche se déroule de la façon suivante. On retrouve en nom de tâche, après on met absolument ce qu'on veut ici, nous on a décidé que ce serait le numéro du point de vente. On retrouve un responsable, donc une responsabilité. Et donc là, je vais vraiment au fur et à mesure faire le parallèle avec l'interprétation des données qu'il va y avoir au fur et à mesure et le fait que chaque donnée a une utilité derrière. Quand il y a un responsable, le responsable, on le verra plus tard, peut basculer dans son planning et dans son planning voit les différentes tâches qui lui sont affectées. On a une échéance. Alors l'échéance ici, nous sur ce projet-là, on a décidé de ne mettre qu'une date d'échéance, mais aussi on peut mettre évidemment des dates de début et des dates de fin. On le verra dans le mode suivi Gantt, chronologie plus loin, pour pouvoir, si on a des tâches qui s'étalent dans le temps, nous, pour plusieurs raisons, on a décidé de le laisser juste en date d'échéance. Le ou les projets dans lesquels est affectée la tâche, parce que parfois, certains d'entre vous peuvent avoir des projets qui s'entrecroisent et qui sont transversaux, dans lesquels on peut avoir des tâches qui sont affectées dans plusieurs projets différents. On a le statut global. Alors nous, on se sert ça de statut. C'est la section dans laquelle la tâche est rangée. On voit qu'en haut, on a différentes sections de tableaux. En fait, pour le bon vocabulaire ici, tout simplement, cette vue-là est une méthode en mode Kanban. Trello utilise aussi une vue comme ça. Ça permet de gérer ces tâches de façon logique et de pouvoir faire avancer les tâches dans différents statuts. Après, nous, on a décidé que c'était des statuts, mais ça peut très bien être des topics différents ou des sujets ou des sous-projets différents. Chacun organise comme il veut. On peut faire une gestion de dépendance. Donc ici, chacun de nos points de vente dans ce projet-là sont totalement dépendants, sont totalement indépendants, pardon. Donc, en fait, il n'y a pas de gestion de dépendance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fini un point de vente pour en faire un autre, mais pour des projets avec des dépendances, on peut très bien gérer les choses comme ça, surtout en mode chronologique, on le verra derrière. Derrière, on a toute une série de champs qui sont totalement personnalisables. Ici, à partir de contacts, ce ne sont que des champs qu'on a créés en masse lors de l'import et qu'on peut créer au fur et à mesure. Le champ enseigne, prestataire, nombre de caisses, etc. sont des champs qu'on a créés et qu'on a customisés, qui ne sont pas les champs prévus à la base dans Asana, mais Asana permet de customiser les infos. Donc, on a des champs de texte, par exemple, qui sont des pures informations administratives. On a des listes déroulantes, par exemple, ici, pour l'instant, j'ai des sites en France, Belgique, Portugal, donc ça me permet de pouvoir choisir dans la liste. Pareil, par exemple, pour les enseignes, etc., prestataires. On a des quantifiables. Je montrerai dans les KPI un peu plus loin à quoi ça sert. Et des infos techniques, administratives, etc. La troisième section qu'on va retrouver, c'est tout le workflow dont je parlais tout à l'heure. La liste de sous-tâches, on a fait, alors il y a moyen, je vous montrerai, d'automatiser et de créer des tâches types avec un workflow type, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on crée une tâche, on peut partir d'un workflow type de sous-tâches qui sont ordonnées avec des dates relatives, etc. Et le gros avantage qu'il y a dans Asana, c'est que chacune des sous-tâches peut avoir son propre responsable et sa propre date de livrable. En fait, toutes les dates ne sont pas forcément liées à la date de livrable elle-même. Ça permet au sein d'une même sous-tâche, par exemple, ici, Alem est responsable de son action, mais elle peut décider, par exemple, ici, on voit que le 31 août, c'est Déborah qui a géré la demande de réunion de chantier, parce que probablement que Alem était en vacances et qu'il y a une gestion de backup qui est totalement gérable pour pouvoir prendre le relais sur les projets. Et chacune des sous-tâches, après, peut avoir son propre workflow et sa propre gestion. On peut faire des sous-tâches de sous-tâches de sous-tâches, mais déjà avec 2 niveaux, on va suffisamment loin. La dernière section qui est en bas, c'est tout l'historique du projet, tous les commentaires et l'historique pour se souvenir de ce qui a été fait sur le projet. Et on a décidé en fait d'utiliser le chat d'Asana pour pouvoir discuter des points de vente. Je vous donne l'exemple, quand on a 3000 points de vente à gérer, si on devait gérer les chats dans Teams, je prends l'exemple là, pour le point de vente 10-183, elle me dirait « Bonjour Alexis, pour info, sur cet intermarché-là, on a telle problématique, le prestataire c'est ça, le nombre de caisses c'est ça. » On passerait notre temps en fait à réinventer la roue et à perdre du temps à redonner des informations, alors que finalement, il suffit, si elle a une problématique, soit qu'elle me tague dessus en mettant, comme elle l'a fait là, « Alexis Berriot, elle veut m'envoyer des informations ». Moi, ça arrive dans ma boîte de réception que je vous montrerai. Je peux directement agir sur l'information et je n'ai pas besoin de lui demander les infos puisque je les ai directement. Et elle peut, si elle a un problème, par exemple, là, sur la livraison des matériels, elle peut décider qu'elle m'affecte la sous-tâche avec sa date de livrable et je vais pouvoir la récupérer, mener l'action, et puis dès que c'est OK, je clique sur valider, et puis ça passe à l'étape suivante, et elle peut reprendre le cours de son workflow. Le petit plus aussi, auquel moi initialement même je n'avais pas pensé, que j'ai découvert dans Asana, qui est super, c'est qu'il y a possibilité d'ajouter des tâches de suivi
Les tâches de suivi, ça permet par exemple à moi qui suis chef de projet de me rajouter des tâches hors projet pour éviter que ça rajoute des données quantifiables dans les tableaux de bord qui ne soient pas pertinentes et qui me permettent juste de me faire penser à moi avec mes propres échéances à venir contrôler telle ou telle info sur l'action, sur la tâche qui est en cours. Voilà pour le mode tableau et Kanban. Juste, j'ai oublié de préciser que tout est glissable, c'est-à-dire que les infos peuvent être... ça, on le verra dans toute la présentation d'Asana. On peut remplir les infos et changer le statut ici à la main ou aller écrire les infos, mais on peut généralement tout glisser au fur et à mesure pour fonctionner de manière plus visuelle. Le deuxième mode que je voulais vous présenter, c'est le mode listing. Alors là, il va mettre un tout petit peu de temps à charger parce que j'ai préfiltré des infos. Le mode listing ressemblera plus à un mode Excel, d'une certaine manière, pour ceux qui aiment travailler comme ça. Et ça permet de pouvoir avoir une vue au sein. On retrouve ici les mêmes sections de tableau. Et au sein d'une section, de pouvoir ordonner, par exemple, les différentes tâches par échéance ou de pouvoir ordonner par priorité ou par enseigne ou autre chose. Et de pouvoir travailler plus en mode listing d'action. Évidemment, en cliquant sur une tâche, je retrouve exactement la même chose au fur et à mesure. Je peux aller éditer les infos dans la tâche ou alors directement ici. Je peux changer l'enseigne. C'est mentionnerait qu'il change d'enseigne, mais je peux aller changer les infos au fil de l'eau. Voilà pour le mode liste. Un mode qui peut servir beaucoup à ceux qui travaillent justement en Gantt, c'est ce qu'ils appellent le mode chronologie. Ici, pareil, j'ai préfiltré sur les catégories qui m'intéressent le plus. Moi, quand j'arrive sur le projet, je veux commencer par voir toutes les installations qui sont planifiées, par exemple. Donc, j'ai tout préfiltré pour que je puisse voir en un coup d'œil toutes mes échéances d'installation. Je peux, encore une fois, aller rebasculer sur telle ou telle info. Je sais que dans la semaine du 1er novembre, là, j'ai toutes ces installations-là, tous ces points de vente qui vont être installés. Et en fait, il m'affiche les échéances des différents points de vente. Il y a possibilité aussi pour... moi, je suis assez visuel. Là, par exemple, je sais que rouge, c'est tel prestataire, alors que bleu, c'est tel autre. Et je peux changer les couleurs en live et décider que je vais mettre les couleurs des enseignes. Ici, rouge Intermarché, bleu Bricomarché, etc., etc. Avec tous les champs personnalisés qu'on peut avoir pour changer la visualisation. Dans ce mode chronologie, il est possible, c'est là où pour beaucoup d'entre vous, si vous avez des projets avec des dépendances, il est possible soit d'aller écrire les dépendances et de créer des blocages de tâches les unes par rapport aux autres. Il est possible aussi de gérer les durées de manière complètement visuelle, d'aller tout simplement créer une durée comme ça ou d'aller étirer telle ou telle dépendance pour aller dire, par exemple, ce site-là ne peut pas être fait tant que je n'ai pas fait celui-là, etc. Et de créer des workflows, des rétro-plannings de projets en mode Gantt. Mais ici, comme on est sur un pur projet de déploiement, c'est des échéances individuelles. Je vais basculer sur le mode calendrier. Donc là, ça va être les mêmes types d'échéances, mais en mode calendrier de projet. Ça me permet de me projeter dans une semaine donnée, de savoir combien j'ai d'installations et combien de livrables au fur et à mesure. Et encore une fois, de rebasculer dans les tâches, de pouvoir gérer les couleurs, de dire, par exemple, je veux voir juste par pays, je veux voir par type d'unité centrale, par exemple, qu'on installe, et de pouvoir visualiser rapidement mon projet. Le deuxième, je finirai par le tableau de bord. Le deuxième mode de calendrier qu'on peut voir, si je bascule dans le mode équipe, parce que là, c'est un calendrier projet. Maintenant, pour répondre au cahier des charges que j'expliquais tout à l'heure en disant qu'est-ce que j'ai à faire le lundi matin, je vais basculer, par exemple, sur le profil je prends le profil de Maria. Elle peut visualiser directement toutes les tâches qu'elle a. Par exemple, là, je les ai préfiltrées par échéance, donc elle sait ce qu'elle a à faire aujourd'hui, demain, lundi, mardi, etc. Et elle peut tout simplement basculer dans son calendrier. Et dans son calendrier, dans une journée donnée, elle va voir les tâches en couleur, c'est des échéances de tâches, et toutes celles qui ne sont pas en couleur, c'est des échéances de sous-tâches. Et donc, elle arrive le matin, elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Aujourd'hui, elle a le bilan de contrôle du point de vente 20-242 à faire. Elle peut rebasculer dans l'info et aller retrouver toutes les infos du 20-242. Et on voit bien qu'aujourd'hui, elle a son bilan de contrôle à faire, etc. Ça lui permet d'avoir toutes les infos en fait, qui sont en push depuis l'outil et de ne pas avoir à se poser la question de qu'est-ce que je dois refaire aujourd'hui, de gérer avec des post-it. Ça a un autre avantage, je parlais de problématiques de backup. Imaginons que Maria est en vacances la semaine prochaine. Et là, elle va regarder ce qu'elle a à faire. Elle se dit, tout ça, vu que je ne suis pas là, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, deux options. Soit ça, ce n'est pas urgent, je peux le décaler et aller le mettre ailleurs. Soit c'est urgent. À ce moment-là, il faut gérer un backup. Et puis, je vais redonner l'action à quelqu'un d'autre avec qui je m'organise. Je donne le backup et la personne qui reçoit le backup n'a pas forcément besoin d'avoir
des mails explicatifs de l'action, puisque toutes les infos sont déjà dans l'outil. Voilà pour le calendrier. Je bascule sur le mode tableau de bord. Alors ça, c'est surtout moi qui l'utilise, mais c'est un tableau de bord qui est accessible par toutes les personnes de l'équipe, que ce soit les équipes projet qui ont besoin aussi de se projeter dans le projet, parce que c'est important pour les coordinateurs de savoir où on en est, et qui est à disposition de la direction, donc qui est totalement transparent. J'ai pré-créé des graphiques qui, moi, m'intéressent. Après, il est possible d'en rajouter autant qu'on veut. L'avantage que donne Asana, c'est en fait de pouvoir créer des graphiques totalement personnalisables. Chaque section, chaque typologie de section ou chaque champ personnalisé peut servir de base en abscisse et les quantifiables peuvent être en ordonnée. Donc c'est pour ça que par exemple ici par défaut Asana me propose de quantifier des nombres de tâches, mais comme j'ai par exemple un champ personnalisé qui est un nombre de caisses, qui ici un groupement mousquetaire il parle beaucoup de nombre de caisses, ben, je peux tout traduire en nombre de caisses puisque j'ai l'info directement dans l'outil. Et en axe horizontal, par exemple, eh ben, je peux me faire un graphique par enseigne. Je peux présenter en histogramme ou en anneau avec la quantité de nombre de caisses, par exemple, par enseigne. Et après, aller décider que je peux cumuler plusieurs filtres. Je peux me dire que je veux visualiser la répartition, par exemple, du nombre de caisses au total uniquement pour un prestataire donné, par exemple. Je veux que Proservia. Je vais pouvoir aussi mettre des dates d'échéance, par exemple, de dire je veux savoir le nombre de caisses qui vont être faites par enseigne uniquement au cours des 2 prochaines semaines. Bon, voilà, j'ai la réponse. Après, je peux passer sur 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Je peux cumuler les filtres au fur et à mesure. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici, parce que là, on rentrerait plus dans le workshop, mais ça me permet en un coup d'œil de pouvoir suivre mon projet, d'avoir les installations à venir, les répartitions par section. Et quelque chose qui est extrêmement pratique aussi, c'est que, par exemple, je vais sur un graphique des installations à venir par partenaire. Je peux, en fait, toute info est dynamique et donc je peux aller cliquer dessus, avoir la liste des informations des points de vente et des tâches qui sont affectées à cette info-là et aller les réexporter. Il est possible d'exporter en fait toutes les données de l'outil en CSV et d'aller pouvoir faire, si le module de KPI n'est pas suffisant en interne, de pouvoir faire ses propres tableaux croisés dynamiques, etc. Qu'est-ce que j'ai à préciser d'autre ? Il est possible de faire un peu de personnalisation et d'automatisation. Comme je le disais, on peut créer des points de vente type. Nous, on a créé des points de vente type. Il est possible de faire autant de modèles de tâches qu'on veut pour qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle tâche, ne pas avoir besoin de redétailler le workflow. Il est possible d'importer les datas qu'on a fait ici, parce qu'évidemment, quand je suis arrivé sur le projet, il y avait déjà pas mal de points de vente qui étaient engagés. Il y a un module d'import qui permet d'importer les datas en CSV via un format de tableau où chaque en-tête de colonne devient une section donnée ou un champ personnalisé. Et on peut aussi importer les données depuis d'autres outils du marché. Précision supplémentaire, il y a plusieurs API qui ont été développées. Des API, c'est des connecteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, entre applications. Parce qu'évidemment, Asana est axé gestion de projet et travail collaboratif, mais évidemment, ça ne couvre pas tout un besoin d'organisation. Donc, ils sont au courant que c'est intéressant de pouvoir se connecter avec d'autres outils. Donc, par exemple, ils peuvent se connecter, il y a une API avec Salesforce ou avec Pipedrive, etc., avec différents CRM pour pouvoir en fait prendre les données et que paramétrer l'API pour qu'à chaque fois que, par exemple, dans Salesforce ou autre, on arrive à un certain statut, ça crée automatiquement une tâche dans Asana et pour pouvoir prendre le relais avec chaque outil, soit sur son vrai cœur de métier. Et il y a des API de sortie, avec par exemple Power BI, etc., pour aller faire de la data beaucoup plus fine que peut-être si ce n'est pas suffisant, ce que le tableau de bord propose déjà, qui pour moi est déjà assez puissant. Voilà pour la présentation de l'outil. Je vais rebasculer sur ma petite présentation. Donc depuis qu'on a mis en place Asana, donc j'ai mis en place cette solution en juin, donc ça fait déjà 4-5 mois que c'est en place. Un petit retour d'expérience et des résultats. Au niveau de l'humain, on a observé une communication générale qui était clairement fluidifiée, un vrai changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'on avait
des collaborateurs et des collaboratrices qui étaient assez découragés d'être en permanence en réactif et qui sont aujourd'hui beaucoup plus motivés, qui sont vraiment dans un sentiment de digitalisation et de montée en compétences, une vraie fidélisation et une satisfaction au quotidien. Elles sont beaucoup plus tranquillisées sur leur suivi. Au niveau données, on a, comme je vous montrais, un vrai pilotage, des données qui sont fiabilisées. On n'est plus du tout on a beaucoup moins d'oublis, d'erreurs, de retards, etc. On a une vraie gestion anticipative. On gère des risques projets, on ne gère plus vraiment des problèmes. On a des tableaux de bord qui sont transparents, qui sont disponibles pour la direction, consultables en temps réel. Un vrai gain de temps que je suis allé mesurer sur la gestion et la production des reportings, c'est-à-dire que Asana est vraiment axé ROI, retour sur. Donc on a calculé environ 1,5 jours par semaine et par personne que les coordinateurs et coordinatrices passaient à produire des reportings, à produire des données, etc. Et aujourd'hui, c'est clairement devenu un projet pilote outil flagship du groupe, parce que je suis en train en parallèle d'accompagner d'autres services et d'autres projets qui veulent basculer sur Asana. Et donc, c'est un projet pilote qui est complètement validé par la direction et qui est poussé par la direction SI du groupe pour aller essayer autant que possible d'uniformiser les projets autour de l'outil. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Normalement, j'ai été à peu près dans les temps. Donc, encore merci à tous. Et je vais rebasculer sur les questions. Je vous laisse la parole et j'essaie de répondre au maximum d'entre elles. Alors, est-ce que ça ne rebascule plus ? Voilà, je reviens sur les questions. Alors, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je peux te redonner la parole, Chloé ? Ouais, alors je pense qu'on est sur une équipe un peu timide, mais ça va arriver. Moi, j'ai des questions pour toi, du coup, parce que je suis assez, pareil, on utilise des outils de gestion de projet chez Comet. Ouais. Je voulais savoir, ma première question, c'était, ça n'empêche pas que vous pouvez poser vos questions en parallèle, mais quelles sont les routines associées que vous avez mis en place avec les équipes pour vous assurer de la mise à jour, du suivi de cet outil? Parce que j'imagine qu'il y a eu quand même des réunions à côté pour faire en sorte, enfin, c'était l'outil de référence. Mais du coup, quelles étaient ces routines justement d'équipe? C'est-à-dire, en gros, au quotidien, si je traduis, qu'est-ce que je dois vérifier si l'outil est à jour, c'est ça? Non, en fait, en termes de routine, je veux dire, est-ce que vous êtes, pour faire en sorte que le projet se mène à bien, vous voyez toutes les semaines, Ouais, 2 fois par semaine, comment ça se passait? Aujourd'hui, on a un weekly, alors on se croise beaucoup, parce que je suis quand même pas mal présent sur place. On se croise beaucoup, donc on peut échanger de manière assez informelle et de manière formelle, oui, il y a un weekly d'équipe. Après, il y a plusieurs autres instances, mais qui ne sont pas forcément liées à l'outil. Mais on a un weekly et l'avantage de ce weekly, c'est qu'en fait, on ne l'utilise pas à partager des données puisque les données, on les a déjà. On l'utilise surtout pour se baser sur les tableaux de bord et pouvoir choisir ensemble des actions qui sont à mener de manière plus macro. Donc, ça permet d'avoir des weekly qui sont plus stratégiques qu'opérationnels, on va dire, par rapport au projet. Ok, très clair. Marie nous demande quelle est Quelle la est la complexité complexité. à Ouais. mettre en place? Alors, elle est totalement dépendante de la complexité du projet et de l'organisation, parce qu'il y a plusieurs facteurs de complexité. Ça dépend des utilisateurs qu'on a en face. Est-ce que c'est des gens qui sont habitués déjà aux outils digitaux et qui sont à l'aise avec le changement, ou est-ce qu'il va y avoir un aspect humain de conduite du changement à mener? Est-ce qu'on est sur un projet qui est très complexe avec déjà beaucoup de données, avec des workflows complexes, ou est-ce que c'est un projet simple? Donc évidemment, c'est interdépendant de la complexité du projet lui-même, mais au niveau de la mise en place, à partir du moment où on a quelqu'un qui est ambassadeur du sujet, qui est formé un peu à Asana, c'est assez simple à mettre en place, particulièrement avec les fichiers d'import. Alors, je ne vais pas montrer comment ils fonctionnaient, ce serait plus du workshop que du webinar, mais de pouvoir importer les données déjà existantes et pas tout faire à la main, ça permet de rendre les choses un peu plus simples. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Et du coup, pour
continuer sur cette lancée, est-ce que l'adoption par rapport aux différents membres de l'équipe a été complexe? Parce que là, il y a effectivement le fait de setuper l'outil, de faire en Ouais, sorte qu'il y ait toutes les données, de faire tous les transferts. Mais ouais. pour que tout le monde l'adopte vraiment et le mette à jour, est-ce que c'était complexe? Combien de temps ça a pris? Non, ça n'a pas été complexe. Maintenant, c'est que j'ai une équipe qui est déjà qui était très très en attente d'avoir ce type de solution, qui n'avait pas possibilité de prendre le lead, mais qui était très une équipe très demandeuse de changement. Donc déjà, naturellement, il y avait une motivation à le prendre en main. Après, non, l'adaptation, c'est quand même hyper intuitif. Donc ça s'est fait assez rapidement. Pour donner une donnée un peu chiffrée, je suis arrivé début mai et mi-juin, c'était totalement en place et pris en charge par les Ah, équipes. c'est chouette ça. Tant de benchmark, on va dire, et d'état de l'art inclus. Donc ça a été plutôt 3 semaines à peu près d'implémentation, quand même de mise à jour de données et un peu de conduite du changement, mais c'était rapide parce que j'avais des gens qui étaient très ouverts à ça. Après, si on a en face de nous des gens qui sont plus réfractaires au changement ou qui croient moins à l'outil, qui attendent de voir, etc., bah forcément, ça va être un petit peu plus long. Ok. Ok, très clair. Et justement, alors du coup, c'est pareil, peut-être une question un peu technique. J'ai vu que sur chaque tâche, tu Ouais, avais un certain nombre de champs. ouais, Donc ces champs sont assez importants parce que c'est ce qui ouais. définit plein de choses derrière. Comment vous avez défini ces champs? Est-ce que ça faisait partie d'un workshop au départ de se dire, bon, ok, comment on va utiliser cet outil tous ensemble? Ou quelqu'un a pris le lead et a décidé pour tout le monde? Ou peut-être Non, autrement? c'était un workshop commun. Moi, j'ai vraiment joué le rôle de chef d'orchestre en disant je mets en position de sachant au niveau de la méthodologie, mais pas au niveau du contenu. Ok. Je suis vraiment parti du principe que si je me positionnais en tant que sachant tout puissant, j'allais en fait imposer une solution qui ne serait pas adoptée. C'est une question qui est importante en fait ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans un rôle de chef de projet, on a des experts derrière et les experts sont meilleurs que nous sur leur sujet et bien meilleurs et c'est le rôle d'un expert. Donc en fait, il faut se baser sur les données et les infos des experts pour ensuite les organiser. Donc moi, je suis arrivé plus en expertise fonctionnelle et en structuration. Après, quel champ est à mettre à quel endroit, bah, on en débattait en disant est-ce que ça on le met en section, est-ce que ça on le met en champ Mm. spécifique, est-ce que ça rentre dans le workflow parce que c'est plus de la to-do list, etc. Ben, c'est à décider ensemble et il faut que les gens soient vraiment acteurs de leur changement. Alors après, je prends un parallèle. Là, on est plutôt sur une équipe de 6-7 personnes. Si on a une équipe de 40 personnes à onboarder, ben, on ne va pas faire des workshops avec les 40 personnes. Il faut sélectionner Mm. des ambassadeurs qui vont être un peu vecteurs du changement, mais qui ont l'expertise du fond, les emmener sur le sujet pour faire la transformation et ensuite mettre à disposition en mode bêta à la totalité de l'équipe. Ok. Et du coup, vous avez itéré là-dessus? C'est-à-dire que j'imagine que vous avez commencé à faire des premiers setups et puis après, avec ces ambassadeurs, vous êtes revus pour vous dire, ok, on est d'accord, tout marche bien, ou il y a peut-être des petits coups Ça, de ça s'est choses fait, à faire, ouais. ça s'est fait un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a fait un premier import en masse, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé sur plusieurs aspects, donc en fait on a recommencé. L'avantage c'est que ça se supprime et que ça se réimporte très vite. C'est l'avantage d'un import, c'est que on n'a pas perdu plusieurs jours à faire de l'import manuel de données, où on se dit il faut qu'on recommence à zéro. Ok. Et donc on a fait un petit peu d'amélioration continue sur 1 ou 2 semaines, vraiment en mode brouillon. Et à partir du moment où c'était relativement fonctionnel, on s'est dit, OK, là, on bascule réellement sur l'outil. Et après, c'est de l'amélioration continue. C'est, tiens, si on se rajoutait une colonne, je prends un exemple, il y a un changement de mode de facturation qui est en cours, en passage d'un mode locatif à un mode achat pour les points de vente. Et ben, on s'est dit, ce serait intéressant de le suivre. On va se rajouter un champ spécifique sur ce mode de commercialisation. Quels sont les points de vente qui sont en location? Quels sont les points de vente qui sont en mode achat? Comme ça, on peut faire un KPI aussi dessus. Ok, très clair. Et juste pour savoir, tu disais que finalement Asana était adopté par les équipes en interne pour d'autres Ouais, projets. ouais. Est-ce que c'était un projet pilote sur lequel tu es dans l'adoption de Asana ou c'était déjà adopté par quelques équipes? C'était un projet complètement pilote. Je suis arrivé où D'accord. enfin, on m'a vraiment dit le but, c'est que le projet marche enfin, le projet marche, c'est très large comme cahier des charges. Et aujourd'hui, je m'occupe pas que d'Asana, mais je me suis rendu compte que le besoin d'un outil de gestion de projet et de travail collaboratif était quasiment le truc le plus urgent à mettre en place. D'accord. Et que, en fait, le fait qu'aujourd'hui, quand j'anime des comités de pilotage ou que je suis sur d'autres réunions où je présente les données, les KPI, j'ai les yeux qui sont comme ça en face. Quand tu sors ça d'où, etc. Montre-moi ton outil et comment on fait. Est-ce qu'on pourrait pas l'adopter chez nous, quoi. C'est ça la situation actuelle. Et donc finalement, c'est en faisant petit à petit que tu as propagé l'adoption de cet outil. C'est ça. Ouais, c'est très cool.
Et, euh, et toi, comment tu as choisi la solution Asana, justement, par rapport à... Parce qu'il y a quand même pas mal de concurrents aujourd'hui sur le marché. Déjà de mon expérience d'utilisation de différents outils euh, et, euh, et en me rendant compte que le principal besoin, c'était surtout le collaboratif. Ouais. Il y a des outils de gestion de projet en face qui font très très bien le boulot. Après, encore une fois, il faut dérouler le cahier des charges. C'est-à-dire que je me suis posé la question, par exemple, il y a tout simplement Planner, MS Planner qui est intégré mais qui est beaucoup trop light. Je me suis posé la question sur Project, mais pareil, Project est beaucoup plus axé, genre quelqu'un qui gère le projet et plus les autres qui sont en suivi, c'est beaucoup moins collaboratif. Euh, Smartsheet qui fonctionne aussi beaucoup plus sur du mode Gantt, alors que là, j'étais beaucoup moins en mode Kanban. Il peut y avoir aussi, il y a plein d'autres outils du marché, hein. Il y a toute la suite Jira, Vrike, etc., mais qui sont Mhm. beaucoup plus orientés dev, agile, etc. Ouais. Projets de développement web qui sont beaucoup plus axés là-dessus. Donc voilà, ça a été un peu la comparaison des outils et vers quel type de projet ils sont dédiés. Mais là, Asana, pour moi, répond vraiment un peu à tout le cahier des charges de la gestion de projet de manière générale, sans tomber dans du projet ultra spécifique, dev, etc. Ça répond bien aux besoins. Donc voilà, il a fallu faire un choix à un moment, je suis parti là-dessus, aujourd'hui ça marche bien. Et du coup, le choix d'un outil de gestion de projet faisait partie du cahier des charges ou c'est en prenant le projet, finalement, tu t'es rendu compte que c'était une nécessité que C'était d'adopter un C'était outil pas dédié? spécifié, détaillé, on va dire, dans l'ordre de mission. Il n'y avait pas marqué Ouais, mettre en place un outil de gestion de projet. C'était plus, je vulgarise, hein, c'était plus faire que le projet fonctionne. Donc c'était beaucoup d'accord. plus macro, beaucoup plus un besoin client beaucoup plus high level, on va dire. Et après, charge à moi, consultant, de venir apporter différentes solutions. Là, je présente Asana. J'ai travaillé sur d'autres choses hein, en parallèle, pas que sur la partie outillage. Mais j'ai proposé le fait que mettre en place un outil déjà permettrait un énorme gain de temps, de productivité, de fidélisation des équipes. Et ça se vérifie au quotidien. Très chouette. Eh bien, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que nos chers participants ont peut-être d'autres questions? N'hésitez surtout pas. On a lancé le sondage en parallèle, donc c'est pareil, n'hésitez pas à nous répondre directement dans l'onglet sondage pour nous dire ce que vous avez pensé du workshop. Je te propose qu'on attende encore quelques Pas de minutes. souci. Je ne sais pas si je partage toujours mon écran. Non, ça va. Non, non, c'est bon. Ah oui, autre question, j'ai vu que tu avais présenté les jalons et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'était en fait. Alors, ça, c'est une pure notion gestion de projet. Une tâche est reliée à une personne, à une échéance et en fait, par défaut, une durée. C'est-à-dire que ça représente une tâche, une charge de travail. Un Mhm. jalon n'a pas de charge de travail. Un jalon, c'est un livrable. C'est par exemple une réunion ou un jalon, ça peut être réunion de fin d'année où on présente les chiffres ou alors euh, une validation ou juste c'est un checkpoint, une Ok, porte d'accord. passée avec probablement un certain nombre de livrables. Donc, par exemple, quand il y a des gens qui ont des projets de développement, et ben, on peut se dire qu'il y a cette quantité de tâches à faire qui sont bloquées par le jalon. Et si ce jalon-là ne vérifie pas, si on ne vérifie pas la quantité de tâches qu'il y a avant, on ne peut pas passer à la suite et ce que bloque le jalon. Ok, d'accord, ok. Et du coup, c'est toi qui as complètement supervisé le suivi de cet outil Oui, au quotidien. oui. En termes d'organisation, c'est aussi, du coup, il faut forcément qu'il y ait une personne qui s'assure que tout est bien rempli, mis à jour, pour que ça marche, j'imagine. Oui, alors là, encore une fois, c'est fonction de l'adoption de l'outil par les équipes. Moi, aujourd'hui, je suis extrêmement satisfait de l'adoption et de l'autoresponsabilisation des équipes. J'ai presque aucun travail de flicage, entre guillemets, sur l'outil à avoir parce que l'intérêt, il est mutualisé. C'est pas un outil qui est imposé, c'est un outil qui, en fait, Mm. ça apporte et une solution au management et aux équipes. Et les équipes avaient absolument besoin, en fait, de pouvoir. Enfin, elles ont leur propre intérêt à bien remplir les choses. C'est-à-dire que c'est pas punitif, en fait, pour les équipes de mettre de l'info, parce que pour elles, ça leur permet de se structurer.
Donc, en fait, je n'ai même pas de contrôle particulier à avoir là-dessus. Sur d'autres projets, il pourrait sûrement y avoir des boucles de contrôle en fonction de comment c'est organisé. Mais en vrai, la supervision, pour moi, elle est assez minime sur la partie outils aujourd'hui. Il y a une vraie adoption. Oui, parce que l'adoption était pleine, en fait, aussi, dans ton cas. Eh bien, écoute, nickel. Ah, on a une nouvelle question qui a popé. Alors, vous pouvez parler de différents outils concurrents de Asana et comment chacun peut aider à des différentes équipes commerciales. N'hésite pas une option qui permet d'avoir le tout en un. Alors, le tout en un, malheureusement, non. Après, il y a un acteur que je connais du marché qui se prétend être capable de faire du tout en un. Pour moi, c'est Salesforce, qui va être plutôt basé sur du CRM, mais qui a aussi des modules de gestion d'intervention, de pilotage de projet, etc., etc. Mais pour moi, de ce que j'en connais, en tout cas, je ne suis pas un expert Salesforce non plus, mais alors, ils peuvent faire un peu du tout en un, mais c'est une énorme complexité d'intégration pour pouvoir faire du tout en un, et ça s'adresse vraiment à des très grosses organisations, de mon point de vue. Donc pour le tout en un, de mon point de vue, ça n'existe pas vraiment. Il vaut mieux, vraiment de mon point de vue, sélectionner les bons outils pour les bons sujets. Parce qu'en plus, ça rend moins dépendant d'un seul et unique écosystème. Je trouve que c'est mieux d'avoir un vrai outil de gestion de projet, un vrai outil de CRM, etc. Ça permet de faire évoluer les choses en parallèle. Et si un jour, il faut changer, par exemple, d'outil de gestion de projet, il n'y a pas besoin de changer la totalité de la solution et réinventer l'eau chaude. C'est mon pur avis. Les différents outils concurrents, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure quand je parlais du benchmark un peu que j'ai fait. Il y en a pas mal. Il y a Trello, mais qui pour moi est moins puissant et moins abouti. Après, chacun peut se faire son avis, mais encore une fois, moi j'ai une préférence pour Asana parce que j'utilise au quotidien. Mais il y a Monday.com, il y a Airtable, il y a Wrike, il y a MS Project, Smartsheet, Planner, et en fait, encore une fois, quand on dit un concurrent, c'est pas forcément un concurrent exactement direct. Chaque concurrent va avancer certains aspects de sa solution que les autres ne font pas. C'est jamais exactement le même cahier des charges, mais des solutions de gestion de projet, il y en a pas mal. Ouais. Après, à suivre dans le temps, voir ceux qui évoluent plus vite que d'autres, etc. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, tu as parlé d'intégration tout à l'heure. Et si on a un outil pour chaque chose, est-ce que vous avez utilisé certaines intégrations avec Asana et vers quels outils c'était, si c'était le cas, enfin, si vous les avez mis en place? Pardon, les API, les données d'échange, pas encore. Pas encore, parce que c'est assez récent. Je sais qu'ils ont en interne plus ou moins des réflexions Salesforce ou outils de CRM, etc. Donc, je pense que ça fera partie du jeu derrière de voir comment les deux outils peuvent communiquer et de rentrer vraiment en détail des API. Par la suite, si on va plus loin dans le projet, moi, j'irais probablement m'amuser à faire un peu de Power BI, mais pour être en contact avec les équipes d'Asana, ils m'ont indiqué que la partie tableau de bord, c'est la partie la plus récente qu'ils ont mis en place et qu'ils sont en plein développement pour la rendre de plus en plus puissante. Donc, plutôt que de, entre guillemets, perdre du temps à aller absolument vouloir faire du très, très fin avec Power BI, pour l'instant, là, ce que j'ai aujourd'hui me suffit. Là, déjà, je suis assez occupé, par le projet, et deux, à accompagner les autres services et les autres projets à pouvoir basculer sur la solution. Donc, voilà, on advienne que pour l'année prochaine, mais voilà. Ok. Et d'ailleurs, toi qui as plusieurs projets sur Asana, tu peux centraliser tous tes projets, même si tu travailles avec différents clients sur un même compte et avoir une visu du coup de tes différents. C'est pas mal ça. Totalement. Chaque projet pouvant être logué. Un peu comme dans Teams finalement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir. Alors en fait, non, ça va plus loin que Teams, parce que dans Teams, c'est quand même limité à une organisation, sinon il faut complètement changer de compte. Et là, on n'est pas bloqué par une organisation, c'est-à-dire qu'au sein d'une même organisation, je peux avoir l'équipe qui va gérer 3-4 projets, je peux très bien avoir une équipe marketing de l'offre, une équipe achat, une équipe, etc. Et chacune va avoir ses projets. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que quand on fait des blocages de tâches les unes envers les autres, on peut aller chercher des tâches qui sont dans d'autres projets. On peut très bien dire, par exemple, qu'une tâche d'un projet de développement web, par exemple, peut être bloquée par une tâche qui est liée aux achats. Je dis n'importe quoi, mais c'est-à-dire qu'on peut faire au sein d'équipes qui ont la même vue, on peut faire des blocages et des dépendances entre différents projets, faire du transverse et du cross-project.
et après des rapports mutualisés, etc. Et on peut tout à fait, en effet, avoir plusieurs organisations différentes, bosser pour plusieurs clients différents, et limiter les vues et se débrouiller pour que telle ou telle personne d'équipe n'ait la vue que sur tel type de projet et scinder les vues. Ça, c'est canon. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au terme de nos questions. Eh bien, écoute, je pense que c'est OK. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alexis, Moi, avant c'est de bon. terminer cette session? Moi, c'est le simple juste remerciement aux participants et à Comet pour le webinaire, et que je reste à dispo. Je mettrai, je pense, le contenu de la vidéo et la ressource sur mon portfolio LinkedIn, qui sera accessible ensuite. Donc voilà, je reste dispo si ça intéresse d'autres gens d'aller plus loin sur des workshops sur le sujet. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. C'est vrai que c'est rare de pouvoir avoir des cas clients concrets comme ça, donc vraiment très, très chouette. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous envoyer à tous les participants de toute manière un email avec l'ensemble des ressources, donc les slides, le replay de ce webinaire. Et puis, on va tout mettre en ligne aussi de notre côté, côté Comet. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, revenez vers nous si vous avez des questions. Évidemment, on les partagera à Alexis. Mais de toute façon, on a mis les coordonnées d'Alexis dans l'email qui va partir. Donc voilà. Merci à tous pour votre participation. Encore merci Alexis pour ce retour d'expérience. Et puis à très vite pour un prochain webinaire. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.